All your base are belong to us. Ça, je suis pas mal sûr que c'est une tune que vous aviez hâte d'entendre. Hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure geek, le retour à la saison 6. Je suis Fred. Et Franck? Ah, mon Dieu, faites du bien, hein? Ah oui. Moi, c'est un peu dull parce que c'est un peu bittersweet, OK? Parce que j'avais hâte de recommencer, mais là, ce qui arrive, c'est que il y a un virus qui se promène dans ma famille. Oh, dans notre famille, puis tout le monde là, genre, tu sais, c'est des mal de cœur, des vomissements de la famille. Je vais pas commencer à vomir, mais je sens le virus grossir en moi. Fait que d'après moi, ça devrait pas tarder avant que je la fasse dans le bol. Je l'ai eu le premier, ensuite ça a été maman, puis maintenant c'est papa. Ouais. Puis le prochain, ça va être toi ou notre grand frère. Ouais. Bon, ça va être... Oh, on est de retour pour la saison 6. L'heure geek, le seul et unique podcast radiophonique universitaire qui parle de tout ce qui est geek, jeux, films, surtout films, BD, tout dépend. Et même lutte professionnelle. Ouais, le professionnel de temps en temps. On suit l'actualité. Mais aujourd'hui, c'est la première de la saison. Fait que qui dit première de la saison dit film. Top 10 des films de l'année. Ouais, quand on sort de l'été, c'est les films qu'on a vus cet été. Puis quand c'est la nouvelle année, c'est le top 10 de nos films préférés qui sont sortis cette année. 2015 qui termine. Ah oui, en passant, bonne année tout le monde. Oui, bonne année tout le monde. Bonne année, bonne santé. Succès dans vos études, tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est l'émission d'aujourd'hui, c'est nos top 10 de nos films de l'année. Mm-hmm. Ça va marcher comme l'année dernière et l'année d'avant. C'est-à-dire, on a une liste séparée. Frédéric a la sienne et moi j'ai la mienne. Il y a certains films que Frédéric a sur sa liste que moi j'ai pas et vice-versa. Ça fait que, Fred, on va commencer avec la 10e position. Oui, le mien. C'est un film qui est sorti... C'est sorti pendant l'été? C'est sorti... non, c'est pas sorti pendant l'été. Je crois que c'est sorti pendant l'automne. Mais Frédéric, développe un peu plus sur le film que tu as choisi. C'est un film qui est réalisé par F. Gary Gray. C'est une biographie, dans le fond. Il s'agit de Straight Outta Compton. Histoire de NWA. J'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai trouvé que c'était très bien réalisé. J'ai trouvé que c'était bien joué. Surtout, beaucoup d'acteurs là-dedans. C'était, je pense, leur premier rôle. Et aussi, j'ai trouvé Paul Giamatti était excellent. Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant comme sujet, la vie de ce groupe de rap-là qui était vraiment, tu sais, là, qui veut pas, c'est des légendes, là. Ouais, puis c'est des pionniers du genre. Oui. Non seulement dans le rap, mais aussi dans la musique en général. Mm-hmm. C'est eux autres qui ont amené le gangster rap, dans le fond, là. Tu sais, eux autres que Eminem, puis Tupac, puis tous ceux-là. Snoop Dogg. Tout ce qui est arrivé par la suite, tout commence avec eux autres. Dans le fond, le seul défaut que j'aurais à dire de ce film-là, c'est que le film fait un peu du coq à l'âne. Ça skip un peu trop les années? Ouais. Tu sais, oui, NWA, c'est un groupe qui a eu une carrière courte. Mais tu sais, le film, c'est vraiment un survol. Il y a des moments qui sont explorés plus en profondeur, mais généralement, c'est un survol. Fait que voilà, c'est un très bon film, sérieux, si vous ne l'avez pas vu. J'espère que vous allez le voir quand il va sortir en DVD. Il était présenté au cinéma en version originale sous-titrée en français, ce qui est rare. Moi, c'est drôle, mais je pense que ce film-là n'a pas été traduit en français. C'est une bonne chose, parce que je vois mal ce film-là être traduit. Parce que sinon, tu serais arrivé avec un truc comme 8 Mile, où est-ce que tu as la traduction, puis ensuite, ça chante en anglais, tu sais, là, ça... Puis des fois, t'as des bouts au complet où c'est que c'est sous-titré. C'était bizarre, la façon qu'ils avaient fait leurs sous-titres. En tout cas, on n'en parlera pas trop longtemps dans Straight Outta Compton, parce qu'on en a parlé entièrement dans une émission. On en a déjà parlé, oui. On en a parlé beaucoup dans une émission précédente. Moi, au numéro 10 sur ma liste, 10e position du top 10 de François Desbiens. Il s'agit d'un film que nous n'avons pas parlé à l'émission, qu'on a regardé
pendant les vacances. Des fêtes, ouais. C'est un film qu'on voulait voir depuis longtemps, et on a décidé de se botter le derrière. On l'a regardé sur Netflix. Il s'agit du film Ex Machina, réalisé par... Alex Garland. réalisé et écrit par Alex Garland. Mettant en vedette Alicia Vikander, Domhnall Gleeson et Oscar Isaac. Ah, le bon vieux Oscar Isaac. Sérieux, ce gars-là, il a gagné mon cœur. Ouais, il a une brillante carrière devant lui. Il y a du monde qui ont des man crush sur Benedict Cumberbatch. Moi, je pense que j'ai un man crush sur Oscar Isaac. Ce gars-là... ah oui, puis à part ça, on a vu... il a également gagné mon cœur dans Star Wars épisode 7. More on that later, peut-être. Mais en tout cas, on va parler de l'histoire d'Ex Machina. C'est très simple. C'est un étudiant, dans le fond, qui est repêché par une compagnie pour aller faire un stage dans une espèce de base ultra secrète dans les montagnes, dans le fond. Et dans cette base-là, il travaille sur l'intelligence artificielle. Et il y a juste deux personnes dans cette base-là. Il y a le scientifique principal, qui est joué par Oscar Isaac, le gars qui a inventé sur ce quoi il travaille dans la base. Et c'est comme une espèce de Steve Jobs, dans le fond. Ouais. C'est un inventeur de quelque chose que tout le monde utilise dans le futur. C'est comme un espèce de... C'est un système d'exploitation comme Microsoft ou... non, c'est pas vrai. C'est un navigateur de recherche comme Google et Yahoo, mais genre, tu sais, ça s'appelle Blue quelque chose, je m'en souviens plus. Puis tout le monde l'utilise dans le fond. Puis ce gars-là, c'est le créateur de ça. Puis il vit reclus chez lui. Ah, puis aussi, une autre personne qui vit là, c'est sa bonne. C'est une femme asiatique qu'elle a fait toute à cuisine. Elle sert également de sex toy aussi. Puis elle danse avec. Ouais, elle danse avec. Puis finalement, t'apprends que le projet sur quoi il travaille, c'est qu'il travaille sur un robot. Le gars, il a construit un robot, il a construit un cyborg qui marche, tu sais, que c'est ça, tu sais, il a construit un cyborg qui a des émotions, dans le fond. Puis il essaye de voir si vraiment, tu sais, elle a vraiment des émotions humaines. Dans le fond, il amène cet étudiant-là. Puis l'étudiant, dans le fond, son travail, c'est il faut qu'il lui parle. Mm-hmm. Il faut qu'il parle au robot. Il faut qu'il atteste. Il faut qu'il atteste. Dans le fond, le test, c'est il lui parle. C'est tout ce qu'il fait. Il lui parle, il lui pose des questions. Puis finalement, les deux tombent en amour. On n'en dira pas plus. J'en dirai pas plus, ça. C'est vraiment là, il faut que tu fasses attention. Là. J'en dirai pas plus parce que sinon je vendrais des clés dans l'intrigue. Celui-là était super. C'était excellent. C'est un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu depuis un moment. Oui, c'est un film... ça a été vraiment petit budget, hein, ouais. Vraiment indépendant. Ouais. Puis tu peux voir. C'est super bien filmé, la photographie est magnifique. La musique est belle. La cinématographie est magnifique, la musique est belle. L'actrice qui joue le robot est fascinante et tellement bonne. Mm-hmm. Sérieux, tu y crois vraiment que elle... T'as vraiment l'impression que pas juste, le personnage, bien sûr, c'est un robot, mais t'as vraiment l'impression que elle, c'est un robot, là, elle incarne ce personnage. C'est pas une actrice que tu as ta voix, tu dis, mettons, Angelina Jolie, t'as vois dans un film, tu dis, elle, c'est pas un personnage, ça c'est Angelina Jolie qui joue un personnage. T'as pas l'impression qu'elle se fond à 100% dans le personnage. Elle, c'est vraiment, je ne voyais que le robot, là. Puis ça, c'est dur à accomplir. Oui. C'est un film qui est spécial parce que ça m'a beaucoup fait penser à un film de science-fiction des années 70. Oui, comme mettons Sleeper de Woody Allen. Tu sais, le film de science-fiction des années 70 où mettons ça jouait pas du tout sur l'action, les effets spéciaux, ça jouait sur les idées. Oui. Comme Silent Running, Sleeper, Andromeda Strain, mm-hmm. Puis Solaris de Andrei Tarkovsky avant que Star Wars arrive. Film russe en passant, si jamais vous voulez voir un film assez bizarre mais hypnotisant en même temps. Solaris de Tarkovsky. Avant que Star Wars arrive et change la game complètement. Change tout ça. Et aussi avant que Alien arrive et fasse un beau petit polissage sur le genre également. Sur le genre slasher surtout. Sur le genre de science-fiction plus. Ouais. En tout cas, c'est ça, Ex Machina, c'est un excellent film que vous devez absolument voir. Il y a des scènes qui sont vraiment marquantes. Oh oui. Toutes les scènes où l'étudiant, c'est quoi le nom du personnage? Il est joué par... c'est quoi déjà son nom? Domhnall Gleeson. Le personnage, c'est Caleb. Puis Oscar Isaac, son nom, c'est Nathan. Ouais, quand Caleb parle au robot, le nom du robot, c'est quoi déjà? C'est... Ava. Quand il parle à Ava,
toutes les scènes où ils se parlent, les deux, sont vraiment fascinantes. Ouais. Ça capte l'attention. Parce que, tu sais, c'est... Moi, là, ça m'a toujours intéressé. Tu sais, je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais moi, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, tout ça, là, tu sais, toute l'intelligence artificielle, le cyberpunk, tout ça, moi, ça m'obsède. Je trouve ça tellement fascinant, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, ça, c'est une des raisons principales pourquoi le film m'a captivé autant. Tu sais, l'intelligence artificielle qui vit avec les humains. Tu sais, c'est tellement fascinant. Ça m'a fait penser un peu à AI aussi comme film, hein. AI de Steven Spielberg. / Stanley Kubrick. Ouais. Mais AI, oui, je vois ce que tu veux dire. Un tout petit peu. Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Tu sais, c'est AI, tu sais, t'es plus, mettons, film de famille. Puis Ex Machina, tu sais, c'est plus... c'est pour adultes. C'est plus sombre, ouais, oui, c'est 100% pour adultes. Puis ça m'a étonné, tu sais, je me dis, tu sais, parce que le film est coté R aux États-Unis. R, c'est l'équivalent, mettons, d'un 16 ans et plus ici. Et ça m'a étonné, je me suis dit, je me demande pourquoi. Puis là, ça sac beaucoup dans ce film. Oui, ça sac beaucoup. Ça sac beaucoup. Puis le sujet, c'est très mature, puis il y a du sexe, puis il y a de la violence. À la fin, ça devient violent. Ouais. Et surtout, c'est surtout, ça joue avec ton... C'est un film qui joue énormément avec ta tête. Ouais. Puis ça, j'adore ça. C'est vraiment écœurant, surtout la fin, là. Sérieux, là, je suis m'y attendais tombé pas. sur le cul. Moi aussi. Je suis tombé sur le cul, vraiment. Là, on dira rien de plus. On va juste dire que préparez-vous à être surpris. Oui. Est-ce qu'on enchaîne avec le numéro 9 tout de suite? Oui, absolument, oui. Numéro 9, toi, c'est? Moi, c'est un film qui est sorti cet été, OK. que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Il s'agit de Jurassic World, Oh! de Colin Trevorrow. Contrairement à Ex Machina, que tu sais, ça, c'est un film qui joue énormément, tu sais, sur les idées, puis sur... tu sais, sur les idées, puis sur la psychologie. Jurassic World, c'est du bon vieux popcorn entertainment. Du bon vieux divertissement popcorn. Mais c'est bien fait, il y a des maudites bonnes scènes. Puis tu sais quoi, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Non. Moi aussi, j'ai mis Jurassic World sur ma liste, mais il est un peu plus bas. Non, un peu plus haut, un peu plus bas. Un peu plus haut. Ouais, il est un peu plus haut sur ma liste parce que je suis plus tombé en amour. Moi, je suis allé le voir 2 fois. Toi, t'es allé le voir une fois. Seule fois, ouais. Une seule fois, oui. Jurassic World, vas-y, parle un peu de Jurassic World. Pas obligé d'élaborer sur l'histoire. Non, tout le monde l'a la déjà, connaît. tout le monde l'a déjà vu. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, c'est... Des dinosaures. Des dinosaures, c'est le fun à en voir. Je suis content parce que ce film-là aurait pu mal tourner. Ah, absolument. Ça aurait pu être C'était atroce, mais non, tu sais, ça a été bien dirigé, ça a été bien fait. C'était casse-gueule comme projet. Ouais, vraiment. Vraiment, là, ça aurait pu être désastreux. Comme, mettons, Jupiter Ascending. Ça aurait pu être un méga désastre, mais non, vraiment, chapeau. Félicitations. Puis, vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre Jurassic Park? Non. Après celui-là? Non. Honnêtement, si ça se finirait avec celui-là, là, je serais parfaitement satisfait, mais non. Faut absolument qu'il y en ait un autre. Ah, c'est officiel, là? Ouais, c'est officiel. OK. Ils vont en faire un autre. Par contre, est-ce que tu sais aussi ce qui est officiel? Non. Il n'y aura pas d'autres Terminator. Ah, mon Dieu. Aux joie, Terminator Genesis, pour le meilleur ou pour le pire, c'est le dernier de la saga. Ah ben, François, tant qu'à être là, on fait-tu le top 3 des pires films de l'année? Top 3 des pires films de l'année? Oui. Oui. Moi, ça va être bien simple. Dans le fond, là, je vais blaster à travers, tout simplement. Je n'élaborerai pas dessus. C'est 3 films qui étaient pourris. Numéro 3, Terminator Genesis. Numéro 2, Ridiculous 6. Et numéro 1, Pixel. Voilà. Adam Sandler. Ouch. Moi, Je perdrai pas mon temps sur ce gars-là. moi, ça va être un peu plus élaboré. Ça va être parce que moi j'ai été un peu plus curieux cette année. Moi ça va être numéro 3, je vais mettre Terminator Genesis. Pas parce que c'était pourri, c'est parce que j'ai pas trouvé que ça en valait la peine, j'ai pas trouvé que ça vaut le coup, ça a valu le coup. J'ai pas détesté ça, pas du tout, mais j'ai pas trouvé que ça en valait le coup. Moi non plus, numéro 3 c'est comme c'est comme indifférence un peu. Numéro 2, c'est un film qu'on parlera pas dans cette émission parce qu'il n'en vaut pas la peine. C'est un film qui vient du Danemark, je pense. Ça s'appelle When Animals Dream. Ouais. C'est un film de loup-garou qui est sur Netflix. C'est un film de loup-garou, mais film de loup-garou à peine. C'était pourri. On l'a même pas terminé. C'était c'est rare qu'on termine pas de film. Hein. Que genre, le film, là, on est même... Bon, qu'est-ce que ça va faire? Là? Puis on le ferme. C'est très rare, mais là, c'était... Oh, que c'était long. Le film...
on avait passé à travers genre quelque chose comme 50 minutes, puis j'avais l'impression d'avoir été là pendant 1h30. Là. C'est que c'était plate. Et numéro 1, c'est Goodnight Mommy. Voilà. Juste pour vous dire, en passant, Pixel, j'ai pas payé pour aller voir ce film-là dans le cinéma. Hein. Je l'ai loué. Je veux pas qu'Adam Sandler profite de mon fric qu'il mérite pas. Bon! Fait que, Frank, ton numéro 9. Mon numéro 9 sur ma liste, c'est... Attends une seconde. C'est un film québécois! Oui! T'as vu québécois, c'est Turbo Kid sur ma liste. Moi, un énorme junkie de tout ce qui est rétro. Et ce film était tout ça et bien plus. C'est de l'action, c'est de l'humour, c'est des performances magnifiques. Une belle histoire. Une belle histoire d'amour. Laurence Leboeuf est excellente là-dedans. Ah ouais. Vraiment, c'est vraiment elle qui vole le show. C'est elle puis Michael Ironside. Michael Ironside est écœurant dans ce film-là. Et vraiment, là, génial. Il est bon. Je dirais pas jusqu'à dire écœurant, mais il est bon. C'est un bon acteur. Ouais. Oui, c'est un bon acteur, Michael Ironside. Après ça, voilà, c'est tout ça et bien plus. C'est post-apocalyptique BMX goodness. Et oui, puis si vous adorez la musique synthwave, la soundtrack est écœurante. Je l'élaborerai pas trop sur Turbo Kid parce qu'on en a parlé énormément à notre dernière émission de la saison précédente, que vous pouvez aller écouter immédiatement sur YouTube, parce que je l'ai posté sur YouTube, sur la chaîne de Shrimp Plaza. Et également sur... c'est quoi le site internet où Sucre Radio poste toutes ces émissions? Comment ça s'appelle? C'est... Merde, j'arrive pas à croire qu'on a oublié ça. Maudit. En tout cas, c'est pas si grave. C'est ça, tout ce que je vais dire, c'est en survol, c'est... Sur TuneIn Radio. TuneIn Radio? Parfait. Ouais. Tout ce que je vais dire, c'est... TuneIn Radio. Tout ce que je vais dire sur Turbo Kid, c'est que je vais élaborer un peu l'histoire, un tout petit peu, pour nos nouveaux auditeurs, si on en a. Turbo Kid, c'est très simple. Ça se passe dans le futur post-apocalyptique de 1997. Ah, mon Dieu. C'est un jeune que lui, il trouve une bande dessinée qui parle des Turbo Riders. Et à un moment donné, comme par hasard, il trouve un costume de Turbo Rider et il décide de devenir le Turbo Rider. C'est quoi les Turbo Riders? Ben, c'était comme les soldats qui s'occupaient de défendre les gens avant qu'il y ait l'apocalypse. Ouais, c'était des gens qui se battaient contre des méchants robots. Qui se battaient contre des méchants robots qui ont causé l'apocalypse. Et ça, il décide de devenir un Turbo Rider. Puis lui et une amie qui s'appelle Apple et un cowboy décide d'aller détruire le méchant joué par Michael Ironside qui ressemble énormément à Dennis Hopper dans Waterworld. Et c'est ça, c'est tellement bon, c'est tellement drôle, c'est tellement gore, c'est tellement violent. C'est violent, mais pas dans le sens dégueu puis viscéral, plus dans le sens genre c'est drôle. Dans le sens de Peter Jackson dans les films comme Brain Dead puis Bad Taste. C'est... une bonne ride. C'est une belle ride. Un bout que j'ai vraiment ri, c'est quand, je pense que c'est le cowboy, il arrache la mâchoire d'un gars puis il fait comme, il plantait dans le front après. C'est, wow, quand j'ai vu ça, wow, c'était fucking drôle, sérieux. C'était vraiment comique, Turbo Kid. C'était très drôle. Moi, c'était dans mes mentions honorables. Ah ouais? Oui. Et que t'es difficile. Moi, je l'ai pas oublié. Moi, c'est Turbo Kid. Bon, Turbo Kid all the way. Est-ce que j'ai dit Turbo Kid? Turbo Kid. Bon, ok. Frédéric, est-ce que on enchaîne avec le numéro 7? Ou tu veux qu'on passe en musique immédiatement? Je te laisse le choix. Musique. Maestro Musique. Quelle est la première chanson? Il s'agit d'une tonne de synthwave. Artificial Feelings de Trevor Something. Et voilà. Le bon vieux Trevor Something qui a fini également la dernière saison, le dernier épisode, oui. Où on parlait de Kung Fury et de Turbo Kid. Eh bien, il a fini la saison 5. Eh bien, cette année, il va commencer la saison 5. Non, la saison 6. La saison 6. Mon Dieu, saison 6. Déjà saison 6? Ouais. Oh, le temps passe vite, ça passe allé. Bon, vas-y, Frédéric. Take it away, DJ.
Bon! De retour. Nous sommes de retour en studio. Et on va commencer pour la 7e place maintenant. J'ai mal au ventre. Oh non! Excusez, j'ai mal au ventre. Ok, bon, on continue. Go. Oui, on continue pour la 7e place sur notre... 8e, pardon. Mon Dieu, je ne sais pas mes chiffres. Je ne sais pas compter, je suis désolé. La 8e place sur notre classement. Frédéric, quel est ton film? Moi, il s'agit de Lost Souls, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Un gros titre long. Il s'agit du documentaire sur le tournage du film L'île du Dr. Moreau de Richard Stanley, qui est finalement allé à John Frankenheimer à cause de la décision exécutive du studio qui le produisait. Et il est sur Netflix. Moi, sérieux, là, je vous le conseille fortement. C'est un documentaire qui est super intéressant. C'est triste aussi, hein. Tu sais, ce gars-là, il avait cette énorme vision là, pour... il y avait une énorme vision pour ce film-là, puis bien sûr, les studios sont arrivés, puis ont tout crissé à terre. Mais c'était comme c'est un réalisateur qui commençait à prendre de la popularité. Il avait réalisé 2 films avant ça, dont Hardware, que j'aime pas pantoute. Moi non plus. Et Dust Devil, que j'ai pas vu. Moi non plus. Il commençait à gagner de la popularité au sein de genre, tu sais, comme réalisateur culte, dans le fond, tu sais, comme artiste. Puis, ce film-là, c'était, dans le fond, c'était comme la plus grande ambition de sa vie. Là, c'est tout son art. Il voulait que ça aille vers ça. Là, c'était... il voulait que ce soit son chef-d'œuvre, puis il disait que le livre de l'île du Dr. Moreau, il l'avait lu quand il était jeune, puis ça avait transformé sa vie, puis tout ça. Ça fait que... puis voilà, les studios sont arrivés, ils ont tout chié son film par terre. Ils ont engagé John Frankenheimer comme réalisateur pour le finir. Après ça, Val Kilmer était un trou-duc, puis Marlon Brando était encore pire, puis blablabla. Puis tout est tombé par terre. Excellent documentaire. Puis mon film en 8e place, c'est un film qu'on n'a pas parlé du tout pendant la dernière saison et qui est sorti... Quelle date, Frédéric? Le 30 décembre. Je crois que 30 décembre 2015, à la toute fin de l'année. À la toute fin de l'année. Il est sorti le 30 décembre 2015, à la toute fin de l'année. Il s'agit d'un film d'animation que, d'après moi, vous n'avez pas du tout entendu parler, mais que quand il va sortir en Blu-ray ou en DVD, vous devez de le voir. C'est hallucinant. Il s'agit du film Anomalisa, réalisé et écrit par Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, qui est la personne qui a écrit le scénario pour adaptation avec Nicolas Cage. Puis il a aussi écrit Dans la peau de John Malkovich. Puis cette histoire-là est tellement belle. Dans le fond, c'est l'histoire d'un homme que lui, son job, c'est il fait des speeches de motivation. Puis, c'est ça, il fait des speeches de motivation, puis ce gars-là, il fait des conférences pour le service à la clientèle. Ouais, le service à la clientèle. Puis, il voyage tout le temps. C'est quelqu'un que, dans le fond, sa maison, c'est comme, les avions, puis les hôtels, puis tout ça. Puis, ce gars-là, il vit une crise existentielle. Puis, c'est ça, il vit une crise existentielle, tu sais, il a cassé avec son ex-femme, c'est que ça, il se sent très seul. Puis à un moment donné, il va dans un bar, comme ça. Il va dans le bar de l'hôtel. Ah ouais, en passant, tout le film se passe dans l'hôtel. Il va dans le bar de l'hôtel et il trouve 2 femmes, dont une qui s'appelle Lisa, qui lui tape dans l'œil. Et cette Lisa-là devait aller à sa conférence. Puis finalement, tu sais, il parle avec, tu sais, grosse soirée avec elle.
Puis puis les deux tombent amoureux. Là, vous devez vous dire, c'est un film d'amour, dans le fond. Oui, dans un sens, mais c'est également bien plus que ça. C'est hilarant. C'est magnifiquement bien animé. C'est animé en image par image avec des petites figurines qui ressemblent à des pantins. Puis, oui, aussi, si vous regardez ce film-là, un truc que vous avez remarqué, c'est tout le monde, à part le personnage principal, qui s'appelle Michael, je pense. Le personnage principal de Michael et Lisa, tout le monde, à part ces deux personnages-là, se ressemblent. Ils ont tous le même visage et la même voix, la même voix masculine. Qu'ils soient hommes ou femmes ou enfants, ils ont tous la même voix et le même visage. Et au début, je me disais, pourquoi ils ont tous la même face? Pourquoi ils ont tous la même face? Puis plus le film avance, et plus vous comprenez pourquoi ils ont le même visage. Puis c'est quelque chose qui frappe pas le spectateur immédiatement au début. C'est comme tu regardes ça et tu fais... OK. Genre, les personnages sont tous filmés de côté ou de dos, à l'exception du personnage principal. Puis là, tu remarques, puis tu fais ça comme tu fais. Hein? Ils ont tous le même visage, puis la même voix. C'est pour ça qu'il y a juste 3 acteurs dans le film. Il y a lui qui fait la voix de Michael, qui est interprété par David Thewlis. Lisa, c'est Jennifer Jason Leigh qui fait sa voix. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est... la méchante dans Hateful Eight et aussi... comment elle s'appelle? Dans Existence. C'est quoi son nom? C'est Allegra Geller. Allegra Geller, ouais. La designeuse de jeu dans Existence. Puis Tom Noonan qui fait la voix de tout le monde. De tous les autres personnages. Ce film-là, c'est magnifique. C'est tellement beau, c'est triste. Parce que ce gars-là, tu vois vraiment tu vois à quel point sa vie est monotone, sa vie est plate, sa vie est tellement... sans but, il s'en va nulle part, dans le fond. Tu sais, il gagne super bien sa vie, puis tout ça, mais il lui manque quelque chose, puis il sait pas c'est quoi, il sait pas ce qu'il veut. Il y a même une scène où il rappelle son ex-femme, puis il donne rendez-vous dans le bar, puis ça va pas bien pantoute. Ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Fuck you, Michael. Fuck you, Michael. Fuck you hard. » C'est un film d'animation pour adultes. C'est ce qui est très rare. Incroyablement rare. Ce qui est incroyablement rare en Amérique du Nord. Je parle pas des animes. Tu sais, mettons, ici au Canada puis aux États-Unis. Excusez si j'ai de la misère à parler, c'est que j'ai vraiment mal au cœur. OK. Fait que ce qui est vraiment rare en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord, l'animation, qui est pas de la comédie, est vue comme pour les enfants. Voilà. En fait, l'animation en général est vue pour les enfants. Ouais, c'est comme c'est comme une mauvaise... c'est un préjugé que les gens ont. Comme nos parents, ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de leur faire écouter Princess Mononoke et Spirited Away, mais ils veulent rien savoir parce que c'est un film d'animation. Puis pour eux autres, animation égale enfant. Maman est plus ouverte que papa. Ouais. Papa est comme un peu fermé d'esprit. Ah, il est bucké. Parce que un truc que je lui reproche pas mal. Mais ouais, revenons à Anomalisa, ce film-là. Je sais pas quoi dire d'autre sur ce film-là. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est tellement beau, c'est tellement triste. C'est humain. C'est incroyable. C'est tellement humain. C'est vrai. C'est vrai, t'as vraiment l'impression que ces gens, même si les personnages, c'est comme des espèces de petits pantins animés image par image. Puis tu remarques l'animation, dans leur mouvement. C'est sûr qu'il y a du digital là-dedans. Ouais. Tu remarques l'animation dans leur mouvement. Mais c'est très humain. Ces personnages-là ont l'air vrais, sont tellement vrais. T'as vraiment l'impression qu'il y a des gens comme ça dans la vraie vie, que leur vie est tellement monotone. Des allers-retours sans fin, que ça s'en va nulle part. C'est sans vie. Ils sont quasiment comme des drones. Ils ne vivent que pour leur travail. Puis ces gens-là, tout ce qu'ils attendent, c'est un petit truc qui va briser leur vie monotone. Ouais, là. ils le disent pas, mais c'est ça qu'ils attendent. Ouais, c'est ça qu'ils attendent. Puis ce film-là représente tellement bien ça, c'est tellement beau, c'est tellement triste, encore une fois, c'est tellement humain, c'est tellement drôle. Il y a certains dialogues qui sont extrêmement drôles, il y en a d'autres qui sont magnifiques, comme... il y en a une qui nous a tapé. Il y en a un dialogue qui nous a tapé dans l'œil. À part le Fuck you, Michael. C'est quoi déjà? C'est Michael il dit à Lisa, alors qu'il vient juste de la connaître, il dit je crois que t'es extraordinaire.
Puis Lisa a dit pourquoi? Puis il dit je sais pas encore, mais c'est juste évident pour moi que tu l'es. C'est c'est sweet. C'est vraiment sweet. C'est ça, c'est ça que j'allais dire sur Anomalisa. Quand elle va sortir en DVD ou en Blu-ray ou sur Netflix, peu importe, il faut absolument que vous le voyez. Absolument, il n'y a pas le choix, vous devez de voir ça. C'est magnifique. Bon, on va finalement passer à la 7e place dans notre classement. 7e? Oui, c'est 7e place dans notre classement. Moi, je vais y aller très vite. C'est Jurassic World. Voilà. C'est Jurassic World, pas besoin d'en reparler. Frédéric, toi, c'est quoi? Il s'agit de Star Wars 7, L'éveil de la force, pour moi. Et réalisé par J.J. Abrams. Ah oui, je sais, c'est juste en 7e position, mais il fait quand même le top 10. On va enfin pouvoir parler de Star Wars épisode 7. Frédéric, est-ce qu'il faut vraiment élaborer sur l'histoire? Pas besoin. Non, fait qu'on va juste dire ce qu'on a Parce que aimé. tout le monde sur la planète l'a déjà vu. Au moins une fois. Ouais, minimum. Ouais. L'histoire, en fait, je parlais pas de l'histoire, c'est... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que... En fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un retour aux sources de Star Wars, puis Star Wars a comme cette idée-là des fans, que c'est comme cette histoire extrêmement complexe et tout, alors qu'en réalité, c'est une histoire dans l'espace avec des personnages que le monde aime. C'est une histoire de chevalier, dans le fond. Ouais. C'est ça, Star Wars. C'est pas, mettons, la matrice où c'est extrêmement complexe et il y a des idées tellement complexes, des idées de la vie pis tout ça. Non, je suis désolé, Star Wars, c'est quoi? C'est une histoire de cap et d'épée. C'est ça, dans le fond, Star Wars. Et Star Wars épisode 7, c'était ça. J'ai entendu énormément de monde chialer sur l'histoire, disant « Oh, l'histoire, c'est un 0, l'histoire, c'est un 0. » Regarde, là. Moi, ça m'a pas dérangé que ça soit comme un peu l'épisode 4, parce que y a rien de mal à donner quelque chose de familier aux fans avant de les amener dans quelque chose de plus profond avec les suites. C'est comme, mettons, quand tu amènes quelqu'un à la piscine, tu vas pas l'envoyer dans le bout de creux au début, tu le fais s'habituer dans le bout pas creux avant qu'il s'aventure plus loin. Mettons, c'était la même affaire pour épisode 4. C'est épisode 4, l'histoire, en général, c'est un chevalier qui sauve une princesse d'un méchant dragon. Mais sauf qu'à la place, ça soit un méchant dragon, c'est Darth Vader et les Sith. Et c'est avec les suites, comme l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, que c'est devenu plus complexe. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, Star Wars. Puis, selon moi, c'est pas mal comme ça que ça va aller pour épisodes 8 et 9. Et pour les spin-offs, comme, mettons, Star Wars Rogue One, j'en ai aucune idée comment ça va être. Et, Frédéric est devant moi en ce moment, il va vraiment pas bien. Et, Frédéric, calme-toi. Je vais en finir, là, c'est bon. Ouais, calme-toi. C'est pas... c'est pas grave, tout n'est pas si noir. C'est juste des mots de vente, ça va passer. Mais ouais, Star Wars épisode 7, The Force Awakens, ne déçoit pas du tout. C'était génial, c'était superbe. J'ai adoré le méchant. Le nouveau méchant, Kylo Ren. Les nouveaux personnages, c'est Rey et Finn. Rey est fucking canon. Oui, Rey est vraiment belle. Vraiment bonne aussi. L'actrice est vraiment bonne. Puis Harrison Ford, Han Solo, est tellement hot! S'il y avait une chose que je suis content de ce film-là, c'est qu'il a ramené les anciens personnages. Han Solo, Princesse Leia et Chewie. Et je ne dis rien. Admiral Akbar, c'est lui que tu parlais. Dans un petit caméo. L'homme poisson. Le seul problème, c'est qu'il dit pas it's a trap. Ouais. It's a trap! Il dit pas. Ça, je trouve ça dommage. Puis, comment ça s'appelle? La Star Killer. Ouais. Ça, c'est le seul bémol que j'ai eu. C'est une nouvelle Death Star. Ça, j'ai trouvé ça. Tu sais, comme tu dis, il n'y a pas de mal à revisiter, tu sais. Des eaux connues avant de s'aventurer dans les eaux inconnues. Ça, je suis d'accord. Mais refaire une autre histoire ayant rapport avec la Death Star, ça, par contre, je sais pas comment je me sens là-dessus. Puis aussi, la fin est exactement comme la fin de Star Wars épisode 4. Mais est-ce que ça va déranger? Oui, la fin quand... Ok, je pensais que je voulais à la dernière séquence, non? Non, je parle genre les X-Wing puis tout ça, là. Ça m'a dérangé légèrement, mais pas énormément. Parce que, tu sais,
Je laisse pas des affaires de même me détruire un film. Mais ouais, Star Wars épisode 7, je suis très d'accord avec toi. Moi, il est un peu plus bas par contre. Non, moi, il est un peu plus haut dans le classement. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était un super 7e chapitre. Et j'attends impatiemment épisode 8. Épisode 9. Rogue One, je ne sais pas trop. On verra. On verra comment ça se passe. Bon, ça va que on passe en numéro 6, Frédéric, ou on enchaîne en musique? Musique. J'ai besoin d'une pause. Ok, t'as besoin d'une pause. On va enchaîner avec la chanson Dive de Nirvana. Nous sommes de retour pour la 6e position de notre classement. La 6e position de mon classement à moi, je vais le dire très vite, c'est Star Wars épisode 7. Encore une fois, vive Star Wars épisode 7, vive J.J. Abrams et tant pis pour George Lucas. Mange la marde. Mange la marde. T'avais juste à faire 3 bons préquels, puis voilà, on t'aurait pas chié dessus. Désolé. Non, tu sais quoi? Pas désolé. Sorry, not sorry. Je suis désolé.
Ben oui, non. Sorry, not sorry. Bon, c'est ça. En 6e position, moi, c'est Star Wars épisode 7. Toi, Frédéric, en 6e position, quel est ton film? Moi, il s'agit du film... un film réalisé par un Québécois. Oh, je pense que je sais c'est Il quoi. s'agit de Sicario, réalisé par Denis Villeneuve. On en avait-tu parlé à l'émission? Oui, on en avait parlé de Sicario. Maudit. Mais en tout cas, c'est en gros l'histoire, c'est Sicario mettant en vedette Benicio del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin. Dans le fond, c'est une opération afin de démanteler un cartel de drogue, mais une opération très risquée et très pas selon les normes de la police. Et presque top secrète. Ouais. C'était écœurant. C'était écœurant. J'adorais ça d'un bout à l'autre. C'est intense. Ah, c'est vraiment intense. C'est la définition d'un thriller, je trouve. Ouais. T'es constamment au bord de ton siège. Dès que le film ouvre, t'es au bord de ton siège. Mais il est sorti en DVD, là. Oui! Ok, il est sorti en DVD, fait que là, garde fuck les spoilers. Ma scène préférée, ça a été celle-là aux douanes. Ouais, aux douanes. Aux douanes mexicaines. Je trouvais que c'était... Wow, c'était fucking intense. Ça. C'était vraiment intense. Benicio del Toro est écœurant. Il est tout le temps bon, ce gars-là. C'est vraiment... Il est bon pour jouer ce genre de personnage-là. Tu sais, il a joué un personnage un peu similaire dans Trafic. Tu sais, parlant de Trafic, c'est ce rôle-là qui a valu son Oscar pour meilleur acteur de soutien. Ce qui est vraiment super. Ce qui est vraiment super. Puis pour Sicario, il était également excellent. Tu sais, son personnage, encore une fois, tu sais, mystérieux. Il m'a rappelé un peu... c'est quoi son nom? Anton Chigurh dans No Country for Old Men. Mais moins cinglé. Ou même beaucoup moins cinglé. Moins cinglé, c'est débattable. C'est débattable. Ouais, c'est débattable. Anton Chigurh, il est cinglé. Puis lui, puis Benicio del Toro dans Sicario, il est cinglé à sa façon. En fait, le film au complet avait une espèce de vibe de No Country for Old Men, ce que j'ai vraiment aimé. C'est deux films vraiment intenses. Les deux se passent... No Country for Old Men, ça se passe pas à Mexico. Ça se passe au Texas, mais tu sais... Le Texas, puis... on va être honnête, le Texas puis Mexico, c'est un peu similaire, là. C'est un peu similaire. Ils sont collés. Hein? Ils sont quasiment collés. Ouais, si vous dites, ben non, c'est pas similaire, regardez, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par là. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Sicario, c'était cœur, c'était un maudit bon thriller, vraiment intense, avec d'excellents acteurs. Puis Emily Blunt, sérieux, elle aussi, elle m'a gagné. Elle m'avait gagné l'année dernière avec Edge of Tomorrow, mais cette année, elle m'a encore plus gagné. Elle est pas mal une de mes actrices préférées du nouveau millénaire, les millennials. C'est le même qu'on devrait les appeler, les millennials. Les gros acteurs du nouveau millénaire avec Oscar Isaac et Benedict Cumberbatch et Jennifer Lawrence et blablabla. De décennies, plutôt. Les décennies? Oui. Mais moi, comme à WWE, j'avais appelé ceux-là les millennials. Je sais pas pourquoi. Désolé, j'associe beaucoup de trucs à la vie, de la vie à la lutte. Désolé, je suis nerd à ce point-là. Bon, numéro 5 sur notre liste. C'est un film qu'on n'a pas encore parlé. Là, on parle de sur la tienne ou sur la mienne? Sur la mienne. Sur la tienne, vas-y. On n'a pas encore parlé de ce film-là. Puis on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il y a Le Revenant, puis il y a un autre film qui sont sortis en même temps. Le Revenant, il est sorti cette année au Québec. Ouais, mais ils sont sortis en même temps au cinéma. Oh. À peu près. Il s'agit de The Hateful Eight avec de Quentin Tarantino. Non, ça se prononce The Hateful Eight, pas The Hateful Hate. Excusez. Comme tu The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Tarantino, encore une fois. Un coup de circuit. My man. My main man. My number one. C'est l'histoire, en fait. Il y a un autre coup de circuit pour Quentin Tarantino. Sérieux, si vous n'avez pas vu ce film-là, il faut que vous le voyez absolument. Si vous avez aimé Django, vous allez capoter sur ce film-là. Mais ce qui est spécial, ce qui est différent de Django, c'est que Hateful Eight, c'est un film à huis clos, comme il appelle. Ça se passe dans un endroit. L'histoire est bien simple. Dans le fond, c'est dans le Wyoming. C'est deux chasseurs de primes qui doivent amener une madame. Ben, en fait, c'est un chasseur de primes qui doit amener une madame à la potence. À la potence. Dans le fond, elle doit aller se faire pendre dans un village. Puis sur son chemin, en calèche, il croise d'autres personnes qui embarquent. Mais il y a un blizzard dehors. Fait qu'ils sont obligés de s'enfermer dans un chalet où c'est qu'il y a déjà des gens qui sont là. Puis un des personnages, joué par Samuel Jackson, excellent en passant, Quentin Tarantino, tu sais comment diriger ce gars-là.
il soupçonne que quelqu'un dans le chalet, son travail, c'est de faire sortir cette femme-là, de la libérer puis de l'amener avec lui. Elle ferait partie du gang, dans le fond. Elle ferait partie d'un gang, c'est ça. Tu sais, la fille fait partie d'un gang, puis il y a une personne dans le chalet qui ferait partie de ce gang-là, que lui, son job, c'est de la faire libérer. Le film, c'est écœurant, en fait, puis il y a la musique de Ennio Morricone là-dedans, ce qui est vraiment spécial. La musique, la trame sonore du film The Thing. Oui, il y a beaucoup de pièces qui viennent de The Thing dans ce film-là. Même le film a un feel de The Thing. L'effroyable chose de John Carpenter. C'est une drôle de comparaison. C'est toutes ces personnes-là qui sont coincées en un seul endroit. Puis la paranoïa qui monte, puis qui est la chose, qui est le traître dans ce cas-là, c'est... Sérieux, là, c'est étonnant à quel point ce film-là est proche de l'effroyable chose de John Carpenter. Excuse-moi. Ah oui, puis un truc aussi que je veux dire, shame sur le cinéma Odyssey, qui n'a pas réussi à avoir une copie en 70 mm. Elle n'est pas équipée. Je pense que c'est juste que le cinéma n'est pas équipé pour projeter en 70 mm. Ça aurait été vraiment le fun. J'aurais vraiment aimé ça voir ce film-là en 70 mm. Parce que c'est de cette façon-là que Quentin voulait qu'il soit vu. Mais malheureusement, on a dû se contenter d'une bonne vieille copie digitale sur un grand écran. Puis tu sais quoi? Je me plains pas. Je me plains un petit peu, mais pas trop. C'était fucking bon. C'était fucking awesome. C'est le film le plus violent de Quentin Tarantino en passant. Ah oui, de loin. Le film est tellement intense. Le film en passant, c'est si vous attendez, c'est un western, il va y avoir de la bagarre puis des fusillades. Non. C'est un film de Quentin Tarantino qui est très lourd sur les dialogues, qui a énormément de dialogues. Ça fait quasiment penser à Jackie Brown là-dessus. Mais le film est tellement intense, il y a tellement de tension quand même. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un accomplissement pour un écrivain. Tu sais, tu peux vraiment dire que cet écrivain-là a énormément de talent quand tu réussis à faire tu sais, quand quelqu'un s'accroche à son siège quand c'est rien que deux personnes qui parlent. Oh, excusez, c'est bon. Une petite montée d'acide. Ouais, ok, désolé. Bon, fait que c'est ça, moi j'ai adoré ce film-là. Ah oui, puis un autre truc que je vais pointer, ce film-là dure 3 heures. Oui. Ça a tellement passé vite, là. Mm-hmm. J'ai rarement vu un film de 3 heures qui a passé vite de même. Ça a passé plus vite que Zero Dark 30. Ouais. Zero Dark 30 de... comment ça s'appelle? Catherine Bigelow? Ouais, même le Hobbit. Ouais. Le Hobbit 3. Le Hobbit 3, ce film-là dure... Zero Dark 30, ce film-là dure pas loin de 3 heures. Dure genre 2h45. Et j'ai vraiment senti que j'étais sur mon siège pendant genre 4 heures. Puis aussi, ça passe beaucoup plus vite que Django. Django, ça dure pas 3 heures. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir été là pendant 3 heures. Par contre, Hateful Eight, ça dure 3 heures, mais que ça passe vite. C'est tellement intense. Puis, puis il y a Channing Tatum dans ce film-là. Je vous dis pas ce qu'il fait dans le film, mais s'il y a des filles qui sont fans de Channing Tatum, qui disent « il est tellement beau, le beau Channing Tatum. » Eh bien, réjouissez-vous parce qu'il est dans ce film-là. Je vous dis pas quand est-ce qu'il arrive. Je vous dis pas quel est son rôle. Mais son personnage son personnage est clé dans l'intrigue. Son personnage est clé dans l'intrigue et il est clé dans ce qui va se passer. Oui, c'est ça, dans ce qui va se passer. Et quel autre point j'aurais dit sur Hateful Eight? Ah oui, kudos spécial à Jennifer Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh qui est fucking hallucinante dans ce film-là. Elle fait pas grand-chose. Elle fait pas énormément de... Tu sais, elle a pas énormément de dialogue, mais juste avec sa présence, elle ajoute quelque chose au film. Elle est intense, puis c'est bizarre. Puis c'est drôle parce que il y a des bouts vraiment... Il y a des bouts vraiment comiques dans le film, mais il y en a d'autres quasiment que c'est comique, mais tu ris quasiment en jaune. Comme, mettons, Samuel L. Jackson, lui, il y a son personnage, il y a une lettre... attendez une seconde. Merci, Frédéric, de me déranger. Parce que je me suis embarré dehors. Le personnage de Samuel L. Jackson, lui, il y a une lettre qui a été écrite par Abraham Lincoln. Puis il a fait rire. Il a fait lire à Kurt Russell. Puis... c'est ça que Kurt Russell y a lu puis il est tout ému. Puis après ça, ce qu'a fait la fille, c'est elle crache sur la lettre devant Samuel Jackson. Puis puis le personnage de Samuel Jackson, ben en crise, il calisse un coup de poing en pleine face. Puis
Je sais pas pourquoi, mais ce bout-là m'a fait rire. Je suis 100% contre la violence envers les femmes. Ben, je sais pas pourquoi ce film-là, ce bout-là, ça m'a fait rire. Tu sais, elle avait entièrement mérité son coup de poing, là. Vraiment, là, c'était ouch. Ben, c'est ça, c'est pas mal ce qu'il y a à dire sur Hateful Eight. Encore une fois, kudos spécial à Jennifer Jason Leigh. Et, ah oui, un truc que j'ai aimé aussi dans ce film-là, c'est que, je vais vous dire tout de suite, tout le monde est un menteur. Je vais juste dire ça. C'est des croches dans ce Je vais film-là. juste dire ça. Tout le monde est croche. Un héros, là, si vous cherchez un héros dans ce film-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, là, c'est... tout le monde est croche. Puis, je vais enchaîner vite avec mon film en 6e position. C'est Sicario. Non, c'est en 5, en fait. C'est... Ah, OK, on est en 5, là. OK, pardon. En 5e position, moi, c'est Sicario. Puis voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est Sicario, c'était super. Puis voilà. Bon, fait que c'est ce qui m'a fait à l'émission Leur Geek de cette semaine. Je suis désolé, je suis capable. J'ai vraiment trop mal au cœur. Là. Je vais vous renvoyer d'une minute à l'autre. Je suis vraiment désolé. Ah non, tu sais, c'est parfaitement comprenable. Puis je pense pas que vous vouliez entendre moi qui dégobais dans l'arrière-plan. Là. Fait que, on garde les 4... Essayez pas de me couper. On garde les 4 prochaines positions pour la semaine prochaine. On va les clencher en vitesse. Oui. Voilà. Fait que... Quoique je pense que toi qui dégueules en ondes, ça ferait un spectacle pas pire. Ouais. Je suis vraiment désolé. Hein, mais moi, sérieux, j'en peux plus. Sérieux. Non, ça va, c'est hors de notre contrôle. Justement, mercredi dernier, l'émission était supposée être mercredi dernier, mais sauf que j'étais malade et on a dû reporter l'émission. T'avais la même affaire. J'avais la même affaire, mais moi, j'étais beaucoup plus misérable. Mais aussi, là, ce qui arrive, c'est que le studio est en réparation. Fait qu'au final, ça a bien été. Ça a bien fait. Ils étaient contents qu'on a décidé de reporter. Fait que voilà, on finit l'émission avec Habits de Tove Lo, une chanson qu'on a découverte pendant les fêtes qui est super bonne. Voilà. Fait que désolé si j'ai pas été à mon meilleur. C'était l'heure geek. Je suis vraiment désolé, je me sens vraiment mal. Ça entend pas mal, ça arrive. Mais tu sais, hey, on a déjà clenché les 5 premières positions. Ouais, puis on a quand même fait l'émission. Ouais, puis la semaine prochaine, on va revenir avec les 5 prochaines. Les positions 4 à 1. 4 à 1. Et les Oscars. Et les Oscars. Et une critique de film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio. Puis aussi parler de jeux vidéo. Probablement. Je voulais faire un petit shout-out aussi à ceux qui écoutent. Toi qui écoutes, le gamer qui écoute. Si t'es bon, si tu penses que t'es bon à Super Smash Bros 4 ou à Super Smash Bros Melee, il y a des tournois bimensuels au Parc Bonaire, la bâtisse en haut du Parc Bonaire à Chicoutimi-Nord. Il y en a un samedi, 30 janvier. C'est gratuit, c'est la première fois que tu viens. Sinon, c'est 5$ l'entrée. Puis tu peux payer 3$ pour avoir une pointe de pizza de chez Roddy. Viens te tester contre les meilleurs de la région. Ou juste avoir du fun. Parce qu'il y a, c'est que t'as du monde, t'as des pros qui sont là. Puis si t'es pas à la hauteur, puis ils te battent, ben après ça, ils vont te donner des conseils. Super sympathique. Une belle ambiance. C'est le fun, c'est drôle, ça jase de jeux vidéo. Si tu tripes Super Smash Bros, moi je te dis, viens-t'en. Viens te mesurer à Hulk Hogan. Ouais, en fait, c'est vraiment mon nom de joueur, c'est Hulk Hogan. Fait que venez vous mesurer contre la crème de la région. Même si vous n'êtes pas super bon, venez juste pour avoir du fun. Peut-être que vous êtes meilleur que vous pensez. On sait pas. On sait pas. La vie peut donner bien des surprises. Ce samedi, à la bâtisse à 18h, à la bâtisse en haut du Parc Bonaire, vous pouvez pas en manquer, à Chicoutimi-Nord, dans le quartier Saint-Luc. Fait que voilà, c'est ce qui m'a fait à l'émission Leur Geek. C'était François et Fred. Fred le malade, je suis désolé encore. Et qui vous souhaite bonne rentrée et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Au revoir, à la prochaine.